Comme ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des mots, et bien j'ai la chanson de Dalida dans la tête que vous connaissez toutes et tous, des mots, toujours des mots, encore des mots, parce qu'il s'agit du débat que j'ai eu avec François Ruffin à la fête de l'humanité, et alors que nous avons parlé pendant 1 heure de beaucoup de choses, il y a un petit point à la toute fin qui a retenu l'attention d'un certain nombre de médias, et pour vous lire là la traduction de Libération de chez Paul, peut-être vous lisez le chez Paul de Libé, où le journaliste écrit « Clémentine Autain ne veut plus employer les mots qui mettent à distance comme intersectionnalité, patriarcat, néolibéralisme ». Donc évidemment, c'est un raccourci très court, puisqu'en fait, ce dont nous parlions, et qui me paraît être un vrai sujet politique, c'est de savoir quels mots utiliser, à quel moment, pour à la fois être évidemment juste et en phase avec nos convictions, mais aussi pouvoir parler au plus grand nombre sans mettre à distance. Et ça, c'est une question qui est une question sans cesse à se poser et à se reposer en remettant l'ouvrage sur l'établi, puisqu'il en va en fait de la bataille de l'hégémonie culturelle, pour reprendre les termes de Gramsci, ou dit par un autre, je pense à Edgar Morin, il dit « c'est avec » par des mots qu'on conquiert des territoires idéologiques, même idée, c'est-à-dire que notre enjeu de vocabulaire n'est pas juste un problème de mots tout simplement, mais un problème d'idées et des véhicules qui permettent de conquérir la majorité, c'est-à-dire qu'ils deviennent, qu'ils fassent partie d'une certaine manière du sens commun. Et il y a forcément une tension entre ce qui met à distance, c'est-à-dire des mots qui mettent à distance parce qu'ils sont trop marginaux à un moment donné, qu'ils apparaissent comme violents, qu'ils sont inaudibles, et ce qui permet de choquer, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait une manière d'interpeller et de ne pas toujours utiliser les mêmes mots, sinon évidemment on ne fait pas irruption dans le débat public et on ne peut pas conquérir l'hégémonie culturelle, on se laisse sans arrêt sur le reculoir. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois le bon équilibre, le juste équilibre, qui nous permet de tenir cette tension. Et alors, c'est un débat que moi j'ai dans ma tête et avec d'autres depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à militer, puisque il y a 25 ans, moi j'ai démarré en engagement sur le terrain féministe, et déjà à l'époque où le terme n'était pas du tout comme aujourd'hui, c'était un terme vraiment totalement marginalisant. Chaque fois que je voyais un journaliste, quand j'ai créé Mixité, mouvement mixte pour l'égalité entre les sexes, à chaque fois on me disait « mais alors, vous dites féministe, c'est quand même très curieux, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et j'étais regardée comme une espèce de bête bizarre. Aujourd'hui, la majorité des Français se sont appropriés ce terme. Et donc, un terme qui était, il y a 25 ans, totalement excluant est devenu progressivement, au contraire, mainstream, comme on dit, c'est-à-dire appartenant au champ lexical de la pensée dominante. Donc, le double problème que ça pose, c'est qu'il faut bien se rendre compte, à la fois je le revendiquais, et à la fois on s'appelle mouvement mixte pour l'égalité entre les deux sexes, et non pas mouvement féministe. Parce qu'on a une discussion sur les mots qui permettent justement voilà, de se faire entendre. Et en même temps, sans cacher le fait qu'on est féministe, mais on est déjà dans un débat au regard d'un terme qui est potentiellement excluant, dans une période d'ailleurs où tous les mots en isme sont absolument passés de mode, et d'ailleurs le reste pour une large part, puisqu'on est sorti des grandes utopies, des grandes idéologies, communisme, socialisme, tout ça étant censé s'être effondré, et pas simplement censé, d'ailleurs on le sait, hein, le communisme avec le bloc soviétique, l'échec de la social-démocratie pour le socialisme, donc il y a des réalités derrière qui font que ces mots qui ont porté une espérance se sont fracassés sur le mur d'un certain nombre d'expériences, et qui font que les utiliser devient compliqué parce qu'on n'est pas compris ou parce que c'est associé à une autre idée. Donc, il fut un temps, par exemple, au moment du traité constitutionnel européen, en 2005, où on s'était appelé les collectifs antilibéraux. On était contre le libéralisme économique. Et moi, j'allais dire presque dans ma salle de bain, pas cuisine, je disais mais moi je me sens plus anticapitaliste que anti-libéral, parce que je trouve que dans libéral, on entend liberté. D'ailleurs, une fois, je m'étais fait attraper dans le métro, un homme était venu me voir, il me dit moi j'aime bien votre combat pour le non au traité constitutionnel européen, mais par contre, pourquoi vous appelez les antilibéraux, vous êtes contre la liberté? Et en fait, on était arrivé là parce qu'on trouvait que le mot capitaliste, c'était impossible de le prononcer. Ça mettait trop à distance, et qu'on voulait, par libéralisme, on dénonçait quelque chose qui nous semblait être plus audible.
Voilà. Et chemin faisant, on se rend compte qu'aujourd'hui, le mot capitalisme lui-même revient, n'est plus un mot tabou. Et je pense que c'est pas mal, parce que le capitalisme, c'est la loi du profit par essence, plus que simplement les normes de marché que vise un peu le libéralisme économique. Mais on voit bien qu'à chaque époque, on essaie de trouver le mot qui nous permet, hop, de faire une incursion. Ce qui met à distance, c'est aussi évidemment les mots compliqués. Les mots compliqués, alors là je me souviens d'une fois, j'avais utilisé à plusieurs reprises à la télévision le mot biactif, les couples biactifs. Et j'ai un proche qui m'avait appelé en me disant « mais arrête avec tes couples biactifs, on comprend rien, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est un couple dont les deux membres sont actifs, c'est-à-dire travaillent, sont actifs par opposition à chômage. Évidemment, couple biactif, c'est pas très simple. Mais il me semble parfois que dans un discours global audible, qu'on peut comprendre, introduire des notions un peu précises, un peu techniques, ne font pas perdre les gens. Mais c'est un vrai débat, c'est une vraie discussion. Est-ce qu'on les perd? Est-ce qu'il faut que tous les mots soient simples? Ou est-ce que de temps en temps, on peut élever le niveau général et, s'il est bien expliqué, introduire un mot un peu compliqué? On pourrait l'avoir sur intersectionnalité, ce dont on débattait avec François Ruffin, mais aujourd'hui, le mot d'intersectionnalité, c'est comme presque wokisme, il est devenu, comment dirais-je, rempli de plein de choses absurdes qui mettent parfois totalement à distance de ce qu'on veut dire. Intersectionnalité, je pense que les 3/4 des gens ne comprennent pas du tout ce que c'est, alors que c'est assez simple. En vrai, l'intersectionnalité, c'est le croisement entre race, classe et sexe, donc c'est-à-dire l'idée que les rapports de domination se cumulent les uns aux autres, s'imbriquent. C'est pas très compliqué, ça devrait être partagé par l'intégralité des personnes qui se disent progressistes et de gauche, en réalité. C'est ça l'intersectionnalité, j'ai envie de dire, ni plus ni moins. Alors après, on peut remplir la théorie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des chercheurs qui y mettent peut-être encore d'autres choses, que moi-même, je ne suis pas toujours capable de bien préciser, mais si j'utilise le terme d'intersectionnalité, c'est vraiment juste pour dire cette idée simple. Peut-être que ça met à distance de dire le mot, et si je l'explicite, davantage de personnes seront d'accord avec moi pour dire que quand on est une caissière de supermarché, donc c'est-à-dire une femme issue d'un milieu social défavorisé et par ailleurs de couleur de peau noire, et ben voilà, ça fait 3 raisons pour lesquelles dans sa vie il va y avoir une imbrication de rapports de domination qui vont lui être défavorables. C'est ça l'intersectionnalité, c'est penser tous ces rapports de domination. Donc on peut utiliser le terme, mais peut-être qu'il met à distance si on ne l'explicite pas bien, mais on peut aussi se dire que le plus important, c'est de porter l'idée sans nécessairement braquer par un terme qui aujourd'hui n'est pas compris. Mais parfois, c'est bien aussi de tenir bon sur des mots, parce que c'est aussi comme ça qu'ils se propagent et qu'on conquiert l'hégémonie. Et c'est ce qui nous fait gagner la bataille. Simone de Beauvoir, quand le mot sexisme a été introduit dans le dictionnaire, a dit, quand le mot est entré, a fait son entrée, on croira peut-être que c'est une conquête mineure, mais on aura tort, car nommer, c'est déjà dévoiler, et dévoiler, c'est agir. Je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on gagne un mot, comme on a gagné sur féminisme, comme on a gagné sur féminicide, féminicide, ça sort aussi les violences conjugales qui vont jusqu'au meurtre du fait divers. D'un seul coup, c'est un terme qui permet d'unifier des cas qui étaient autrefois éclatés et pas raccordés à de la violence structurelle sexiste. Ça me paraît très très important qu'on arrive à imposer des termes, comme on a imposé autrefois le mot de sans-papier. Sans-papier, alors qu'on parlait avant de clandestin, beaucoup plus. Et dans le langage, on voit bien qu'il y a une bataille qui se joue. Si vous parlez de clandestins, c'est des gens qui ne sont pas légitimes. Si vous parlez de sans-papier, vous parlez de gens qui sont dépossédés, comme on parle également de sans-toit, de sans-emploi, et les sans comme ça viennent s'ajouter les uns aux autres, qui créent aussi toute une grammaire, qui est une grammaire qui est du côté des catégories qui sont opprimées et qui permet de dire qu'eux n'ont pas quelque chose. Et donc je trouve que les mots de ce point de vue-là sont très importants. De la même manière, je trouve que quand Jean-Luc Mélenchon reprend le terme d'Édouard Glissant, créolisation, c'est au début ça fait bizarre, on dit mais de quoi il parle, et en fait il le remplit. Et ça permet de parler du métissage, de ce qu'est la France, qui est par opposition à l'extrême droite, qui a une vision totalement tronquée, d'une France éternelle, figée, blanche, chrétienne, qui est en dehors du réel, qui est fantasmée et qui est évidemment empreinte de racisme.
et qui est une vision de la France contraire, en tout cas à celle que nous défendons, fidèle à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Donc créolisation, par exemple, c'est un mot nouveau que je trouve bien d'employer pour essayer là aussi de capter, de dire un fait et de se disputer, d'assumer la conflictualité avec l'extrême droite. Autre mot auquel, en revanche, je ne croyais pas du tout, je veux rendre hommage à mes amis Cédric Durand et Razmik Cheyenne, c'est le mot de planification écologique. Les deux intellectuels que je viens de nommer se sont battus il y a quelques années pour qu'on parle de planification écologique. Et moi, je leur disais, mais moi, dans planification, j'entends l'ex-URSS. C'est-à-dire l'idée de planifier, je vois le Gosplan et c'est l'angoisse. Et eux me disaient, mais non, au contraire, ce mot va choquer, mais il est juste au sens où il s'agit d'anticiper et d'organiser dans le temps la transition écologique. Et ça, c'est vrai que c'est juste. C'est-à-dire, voilà, un mot qui est juste dans son sens. Il faut bien faire un plan parce que ça ne se fait pas en 3 secondes et qu'il faut organiser tout ça, ce que je vous disais dans le temps. Et en même temps, le mot a une connotation. Et c'est amusant de voir que, sans doute, ont-ils eu raison, et Jean-Luc Mélenchon pour le coup avec, puisqu'il l'a repris dans les différentes campagnes que nous avons tous menées, puisque ce mot-là, il est aujourd'hui dans la bouche d'Emmanuel Macron et il ne met pas du tout à distance, il permet d'exprimer l'idée qu'il faut organiser dans le temps. Mais du coup, je pose la question suivante qui arrive, celle de la triangulation et du brouillage. Parce qu'à partir du moment où les adversaires reprennent nos mots, alors pas spécialement celui-là de planification écologique, là on peut dire qu'on a gagné la bataille culturelle, mais après des fois ils le reprennent et il faut en trouver d'autres pour remarquer à nouveau le conflit. C'est très important. Et puis le brouillage, il fait qu'il y a des mots qui peuvent être bien à un moment et puis on ne peut plus les utiliser un autre, puis on les reprend. Exemple évidemment, le mot gauche. Le mot gauche a été associé à l'ère Hollande. Le gouvernement Hollande a fait une politique de droite. Et donc moi, je me souviens en circonscription chez moi, je me souviens très bien un jour au Baudot où je faisais du porte-à-porte et où j'utilisais le mot gauche et où les gens me disaient « Ah, mais de quoi vous parlez, Hollande ?» Parler de Hollande, donc de cette politique-là, il y avait un rejet de cette politique et le mot associé à cette politique qui était une politique vécue par des catégories populaires comme étant absolument noire, négative, et on le comprend. Donc on a mis sous le boisseau le mot gauche et sans doute qu'il faut le reprendre à un moment où on est capable de le re-remplir. Donc l'enjeu de re-remplir les mots me paraît très important, de les re-remplir. Donc il faut re-remplir certains mots. J'ai le débat en ce moment sur la question des services publics, puisque sans doute si vous me suivez, vous avez vu que je pense que c'est une thématique forte, phare, qu'il faut qu'on se prenne très fortement à gauche parce que elle est capable de donner à voir la cohésion sociale telle que nous voulons la mener et de dire que le sort des plus démunis, des plus défavorisés, eh bien, tire tout le monde vers le haut. Le service public, c'est ce qui permet de penser l'intérêt général pour tout le monde, mais aussi de raccorder des publics et des territoires, puisque quand on parle toujours de ce débat entre les campagnes et les zones plus urbanisées, ben, on a l'impression qu'il y a un choc et qu'on ne sait pas très bien comment les relier. Si on parle service public, je pense qu'on pourrait les relier. Néanmoins, on me dit que la terminologie service public, elle a une connotation, puisqu'on est plein de tout ce qu'on nous a bourriné dans toutes ces décennies hyper libérales sur le plan économique, où on a estimé qu'il y avait trop de fonctionnaires, que le service public c'était la bureaucratie, où on a dénigré au fond les services publics en estimant même que le privé pouvait faire mieux. Et du coup, le mot service public lui-même, il avait disparu parce qu'il était devenu négatif. Et je pense que, en l'occurrence, mon intuition, c'est qu'il faut le reprendre parce qu'il fait partie de ces mots obus. Vous savez, les mots obus, c'est l'expression de Paul Ariès qui, quand il avait sorti le mot décroissance, disait à un moment donné, il faut prendre un mot aussi qui choque, qui interroge. Et donc peut-être que service public, sans être aussi choquant que décroissance, je pense qu'il n'est pas aussi choquant et aussi mot obus, mais en tout cas est un vieux mot qu'on peut re-remplir. Et donc c'est cette utilisation des mots comme pouvant interpeller. Alors après, une fois qu'on interpelle, c'est important d'interpeller, parce que, regardez, avec balance ton porc, c'est une expression qui est évidemment choquante, qui vise à, comme on dit maintenant, disrupter. Ça disrupte, ça choque, mais néanmoins, c'est aussi grâce à ces mots qui ont choqué, balance ton porc, que sans doute on a passé une étape dans la visibilité de la parole, de femmes qui dénoncent les violences qu'elles subissent. Donc tout ça pour dire que c'est pas un sujet qui est un sujet très simple,
C'est un sujet qui est assez complexe, mais il est important de l'avoir parce qu'il faut qu'on ait à la fois des mots justes, mais des mots qui marquent et des mots qui correspondent à l'époque pour à la fois être raccord avec nos idées, parce qu'il ne s'agit pas d'en rabattre, et je termine là-dessus, c'est pas parce qu'on utilise moins un mot à un moment donné que ça veut dire qu'on abandonne le contenu et la radicalité que l'on veut porter, radicalité au sens de prendre à la racine, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à embrasser largement et à convaincre largement. Donc il faut tenir ces deux bouts. Voilà l'appel que je voulais faire aujourd'hui.